Chapitre 8. Images. Vous méritez la meilleure illusion. Le transurfing suggère que nous devrions être prudents lorsque nous sommes tentés d'interpréter l'illusion comme une pure fantaisie de l'esprit, les rêves, les hallucinations, la réalité psychotique, la perception et même la réalité elle-même sont généralement désignés comme des illusions, à l'exception de la psychose. La perception d'une réalité différente est plus qu'une simple fantaisie de l'esprit. Les rêves et les hallucinations sont vécus comme résultat du voyage de l'âme à travers l'espace des alternatives. Les perceptions illusoires de la réalité sont souvent ressenties lorsque nous entrevoyons d'autres secteurs du champ d'information qui n'ont pas encore été intégrés dans les voies de la réalité matérielle. Et enfin, la réalité elle-même n'est pas une illusion. Quiconque ose prétendre que tout ce qu'il perçoit n'est rien de plus qu'une illusion a une opinion trop élevée de lui-même. Pour une raison quelconque, l'homme a supposé qu'il devait être capable de comprendre et de fournir une explication rationnelle à tous les phénomènes naturels, alors qu'en réalité, nous sommes seulement capables de comprendre certaines lois de l'univers et certaines des nombreuses manifestations de la vie, car tous les phénomènes naturels ne sont pas sujets à une explication rationnelle. D'une part, déclarer que certaines des choses que nous voyons sont des illusions est une reconnaissance de notre échec à fournir une explication logique pour tout. Et pourtant, d'autre part, la capacité de l'intellect est surestimée dans l'affirmation que l'illusion est générée par le cerveau ou imaginée par l'esprit. Lorsque les gens sont sous l'influence puissante de drogues ou d'alcool, ils perdent le contrôle de leur conscience, comme nous le faisons en rêvant. Lorsque cela se produit, l'esprit subconscient devient accordé à des zones non réalisées de l'espace des alternatives. La perception erre dans le secteur virtuel, tandis que le corps reste dans le secteur physique, c'est-à-dire le monde matériel. Nous pouvons marcher le long de rues familières et de bâtiments, mais voir les choses sous un jour déformé. Les gens et les lieux auront l'air étrangement différents parce que le paysage a changé, devenant à moitié rêve et à moitié réalité. De même, les patients psychotiques peuvent percevoir un secteur non réalisé du champ, tandis que leur corps est présent dans un secteur réalisé. Dans ce cas, la perception individuelle est accordée à un secteur dans l'espace alternatif où non seulement le paysage est différent, mais les scripts et les rôles ont également changé. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale ne sont pas nécessairement malades au sens normal du terme. On suppose qu'un patient s'imaginerait simplement dans le rôle de Napoléon ou d'une autre personnalité odieuse, mais il pourrait en fait vivre une réalité alternative. L'espace alternatif contient une infinité de réalités possibles. L'individu choisit simplement l'alternative à laquelle il se sent le plus attiré lorsque le conflit entre le cœur et l'esprit atteint son paroxysme et que l'âme torturée ne peut plus supporter la dureté de la réalité physique. La perception personnelle se retrouve généralement dans un secteur virtuel du champ d'information, laissant le corps continuer à vivre son existence dans le secteur matériel. Un psychiatre a un jour partagé l'histoire d'une patiente qui souffrait d'un désir pathologique d'avoir le mari et les enfants idéaux. Exprimé en utilisant les termes de transurfing, l'importance que la pauvre femme avait attribuée à avoir la famille idéale était hors échelle. À la fin, elle a épousé un homme qui l'a brutalement maltraitée, et elle-même n'a pas pu concevoir d'enfant. La vie réelle est devenue insupportable, et la femme a fini par se retrouver dans une unité psychiatrique, ayant perdu toute conscience du secteur matérialisé de l'espace alternatif. Son corps est resté dans le monde matériel, mais sa conscience s'était accordée à un secteur virtuel de l'espace alternatif où elle était idéalement heureuse, jouant le rôle d'épouse d'un lord anglais et de mère d'enfants parfait. La perception de la femme était totalement concentrée sur un secteur virtuel du champ, et pourtant, en apparence, elle semblait vivre dans le même monde matériel que tout le monde. Pourquoi les secteurs virtuels du champ, qui sont le centre d'intérêt des malades mentaux, ne se transforment-ils pas en réalité physique? Les médecins essaient d'aider les patients psychiatriques avec la médecine contemporaine, mais de nombreux patients sont en fait plus heureux à vivre dans un monde illusoire qu'ils trouvent beaucoup plus agréable que la réalité physique qu'ils devaient auparavant endurer. Ce que ces personnes vivent n'est pas vraiment une illusion en tant que telle, mais une alternative non réalisée de la réalité qui existe dans le champ d'information aussi pleinement que le secteur qui existe sous forme de manifestation physique. Comme nous l'avons déjà dit,
Une réalité alternative se transforme en réalité physique lorsque l'énergie de la pensée est programmée dans un état de complète harmonie entre le cœur et l'esprit. Évidemment, il n'est pas possible pour un patient psychiatrique d'incarner ce type de connexion. Peut-être que la distorsion entre le monde matériel et les secteurs virtuels est trop grande, et donc cela demanderait trop d'énergie pour réaliser le secteur virtuel dans le plan matériel. Un Napoléon contemporain, par exemple, serait un événement extraordinaire, et une réalité alternative qui se situe bien au-delà des limites potentielles du flux des alternatives. Il peut également y avoir d'autres raisons que nous ignorons actuellement en ce qui concerne la perception de réalités alternatives. Nous sommes également capables d'expérimenter une perception fausse et déformée de notre réalité physique. La manière dont une personne perçoit dépend grandement des informations qu'elle a absorbées dans son enfance. Dans une expérience bien connue, 2 chatons ont été maintenus dans différents environnements. Un chaton a été gardé dans un environnement sans objets verticaux, et l'autre dans un environnement sans objets horizontaux. Après un certain temps, les chatons ont été tous deux placés dans une pièce ordinaire. Le premier chaton se heurtait constamment au pied des chaises, car dans sa perception, les lignes verticales n'existaient tout simplement pas. Et le deuxième chaton, qui ne pouvait pas comprendre le phénomène des lignes horizontales, glissait constamment dans les escaliers. Bien sûr, l'esprit est capable d'une grande imagination et fantaisie, mais seulement dans les limites relativement étroites de son expérience accumulée. L'esprit ne peut construire un nouveau modèle de maison qu'à partir des briques d'une conception précédente. Alors, où se situe la frontière entre l'imagination et la perception réelle d'une autre réalité? C'est une frontière subtile qui n'a pas de limite concrète, et pourtant cela n'a pas une grande importance pour le but de ce livre. Ce qui est important, cependant, c'est comment nos croyances internes affectent notre perception de la réalité, et comment cela se reflète dans la vie d'une personne. Ensuite, nous explorerons ce qui se trouve à la racine d'une perception déformée de la réalité, et comment cette distorsion peut influencer fortement la forme de la réalité physique d'une personne. Déformer la réalité. Aucun individu n'est capable d'une perception totalement objective du monde qui l'entoure. C'est comme insérer une diapositive dans un projecteur vidéo. La lumière uniforme passe à travers le film et est transformée en une image qui devient visible sur l'écran. Métaphoriquement parlant, la lumière représente le monde qui nous entoure. La diapositive représente notre vision du monde, c'est-à-dire le modèle de notre compréhension du monde, et l'image sur l'écran est notre perception des choses. La façon dont les individus se perçoivent dans leur environnement est toujours relative à la vérité. Ce sont nos diapositives personnelles qui introduisent l'élément de distorsion. Par exemple, lorsqu'une personne est obsédée par un symptôme ou un défaut personnel, elle a tendance à ressentir un sentiment d'infériorité et une faible estime de soi. Elle a également tendance à supposer que ses faiblesses importent aux autres autant qu'à elle-même. Ainsi, lorsqu'elle communique avec les autres, elle insère une diapositive de complexe d'infériorité dans son projecteur, ce qui lui fait voir les choses sous un jour déformé. Par exemple, vous pourriez être préoccupé par votre tenue vestimentaire. Il peut même vous sembler que les autres vous regardent avec dédain ou vous méprisent. Cependant, les personnes autour de vous ne pensent rien de tel. Les pensées négatives sont toutes dans votre tête sous forme de diapositives, ceux qui déforment votre image de la réalité. En règle générale, la plupart des gens sont préoccupés à 90% par leurs propres pensées. Même si vous passez un entretien d'embauche, vous pouvez être certain que l'intervieweur pense davantage à la façon dont il joue son propre rôle qu'à la pertinence du candidat à l'entretien. Les diapositives déforment votre perception de ce que les autres pensent de vous. Une diapositive est une image déformée de la réalité. Une diapositive est quelque chose que vous transportez dans votre cerveau que les autres n'ont pas en eux. Par exemple, vous pourriez considérer votre apparence comme insuffisamment attrayante. Si cette pensée ne vous dérange pas particulièrement, aucune distorsion n'est créée, les choses sont ce qu'elles sont. La question n'est pas tant ce que vous pensez de votre apparence personnelle que l'influence plus large que la diapositive correspondante peut avoir sur votre vie. Si vous vous inquiétez de votre apparence, vous créerez une diapositive dans votre tête qui dit « Je ne suis pas beau ou beau » et vous regarderez le monde extérieur à travers la diapositive comme à travers un filtre.
L'image correspondante est une diapositive car elle n'existe que dans vos propres pensées. Seuls les partenaires potentiels, un très petit pourcentage des personnes avec lesquelles vous entrez en contact, évaluent réellement, c'est-à-dire attribuent de l'importance à votre apparence externe. Personne d'autre ne remarque particulièrement à quoi vous ressemblez. Si vous ne me croyez pas, demandez à l'arbitre le plus sévère que vous connaissez, vous-même, à quel point l'apparence extérieure des personnes que vous rencontrez compte pour vous. S'ils ne font pas partie de votre cercle immédiat en tant que partenaire potentiel ou concurrent, il ne vous vient probablement même pas à l'esprit de vous demander si vous trouvez ces personnes attirantes ou non. Les autres pensent de la même manière ou ne pensent pas du tout à vous-même. Même si vous pensez être laid, vous pouvez être certain que le même principe s'applique. La laideur ne fait impression qu'au premier instant de la rencontre, mais après cela, elle cesse d'attirer l'attention comme n'importe quelle autre partie du décor. Alors supposons que vous ayez inséré une diapositive dans le projecteur mental concernant votre apparence apparemment peu attrayante. Vous percevrez le comportement des autres, que ce soit un regard, une expression faciale ou un autre aspect du langage corporel, à travers la perspective de la diapositive. Quel en sera le résultat? Vous verrez un sourire narquois dans un sourire accueillant et vous entendrez des moqueries dans le son de rire joyeux. Vous serez convaincu que les chuchotements discrets des autres sont des commérages à votre sujet. Un regard aléatoire sera interprété comme un regard oblique. Il suffit qu'une personne grimace à cause d'une indigestion et vous penserez « Seigneur, que doivent-ils penser de moi ?» Enfin, le moindre compliment vous fera vous sentir patronisé. Pourtant, les gens ne penseront rien de tel. Tout cela sera dans votre tête, façonné par une diapositive que vous avez créée vous-même. Votre comportement est également affecté par vos pensées, ce qui peut vous rendre véritablement peu attrayant. Vous pouvez commencer à faire des gestes maladroits avec vos mains, ne sachant pas où les mettre. Votre visage se déformera par la tension, et toute pensée intelligente disparaîtra, tandis que le complexe d'infériorité revendique le siège de la domination dans votre esprit. En conséquence, la diapositive dans votre imagination se joue dans la dimension matérielle. L'action des diapositives est double. D'une part, leur partialité fausse la perception de votre véritable place dans le monde et de la manière dont les autres vous perçoivent. D'autre part, elles déforment votre perception du monde extérieur. De plus, les gens ont tendance à percevoir les qualités auto-dénigrantes de leur propre diapositive chez les personnes qui les entourent. Par exemple, lorsqu'une personne n'aime pas certaines qualités innées de son propre caractère, elle essaie de les cacher pour ne pas avoir à regarder cette partie d'elle-même. Et pourtant, il est impossible de cacher une diapositive disgracieuse. Elle reste dans la tête de la personne et fait son propre travail. Si vous adhérez à l'illusion de base selon laquelle les autres pensent et agissent de la même manière que vous, vous aurez tendance à percevoir chez les autres les qualités que vous n'aimez pas chez vous. Vous projetez vos propres insatisfactions sur les autres. Une projection est, lorsque le mécontentement d'une personne envers elle-même, qui a été refoulé dans le subconscient, se déverse sur les autres. Personne ne veut se critiquer pour ses propres traits inacceptables, et donc ils ont tendance à les attribuer à d'autres personnes à la place. Les gens sont souvent prompts à critiquer les autres pour les mêmes choses qu'ils n'aiment pas chez eux-mêmes. Vous avez probablement fait la même chose vous-même sans être conscient de le faire. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que chaque fois qu'une personne blâme quelqu'un pour quelque chose de négatif, elle incarne nécessairement la même qualité elle-même, mais c'est souvent le cas. Observez vous-même la position de le gardien intérieur dans les jeux de rôle vous permettra de rapidement déterminer si quelqu'un essaie de vous accrocher une projection. Si quelqu'un vous accuse injustement de quelque chose ou vous accuse d'être quelque chose que vous n'êtes pas, demandez-vous si cette personne incarne elle-même le même trait. Il est probable qu'elle le fasse, car si vous êtes véritablement innocent de ceux dont vous êtes accusé, l'accusateur a probablement une diapositive dans sa propre tête qui projette son image sur vous. Quel est le fondement de la diapositive? À quel rôle cinématographique appartient-elle? La réponse est l'importance. Nous revenons toujours à l'importance. Vous vous inquiétez de votre apparence extérieure parce que c'est important pour vous. La diapositive vit seule dans votre tête, étant donné que votre apparence n'a d'importance pour personne d'autre pour une raison particulière. La laideur ou la déformation physique
font simplement partie du décor pour tout le monde, car pour eux, cela n'a aucune signification personnelle. Les autres notent que l'apparence est inhabituelle, mais rien de plus. C'est la diapositive biaisée de l'importance qui prétend qu'une apparence inhabituelle est laide. Henri de Toulouse-Lautrec, le célèbre peintre français, s'est cassé les 2 jambes dans l'enfance et a été handicapé physique toute sa vie. En grandissant, Lautrec a souffert de dépression causée par la réalisation de sa propre laideur. Au fil des ans, sa déformation physique est devenue de plus en plus évidente, ce qui l'a fait souffrir encore plus profondément. Il est arrivé un moment où son angoisse a atteint son apogée, et Lautrec a été forcé de tenter l'inévitable. Il a finalement surmonté les limitations de sa déformation et s'est jeté dans la vie dès qu'il a laissé tomber l'importance de sa condition. La diapositive a cessé d'exister, et la bonne fortune est venue à lui. Outre la réalisation de son talent en tant que peintre, il était également extrêmement populaire auprès des dames. Lautrec était l'un des fondateurs du célèbre cabaret Moulin Rouge à Paris. Il était aimé par de nombreuses femmes, et pas seulement pour ses peintures. Les diapositives sont créées lorsque vous attribuez trop de sens aux opinions des autres à votre sujet. Si ce que les autres pensent de vous vous importe, et que vous ne savez pas exactement quelles sont leurs opinions, une diapositive prendra fermement racine dans votre esprit. La diapositive est un produit de l'imagination, et peut donc être appelée une illusion. Et pourtant, c'est une illusion qui peut affecter profondément la vie d'une personne. Les diapositives sont un exemple de la manière dont l'intention extérieure peut agir à votre détriment, indépendamment de votre volonté personnelle. En règle générale, une diapositive négative est générée par l'unité entre le cœur et l'esprit. Comme vous pouvez vous en souvenir, l'intention extérieure fonctionne impeccablement dans ces conditions. Elle attrape le propriétaire de la diapositive négative et les transporte vers un secteur où le contenu de la diapositive est exprimé à son plein potentiel. La transition ne se produit pas immédiatement. C'est un processus graduel et cohérent qui dure aussi longtemps que la diapositive reste dans l'esprit de la personne. Les coups de pinceau légers qu'une personne esquisse sur leur diapositive négative lorsqu'elle sent l'importance deviennent plus nettes et finissent par être plus grands que nature. Si une personne déteste être en surpoids, elle continuera à prendre du poids, et si une tache de naissance la dérange. Si une personne considère qu'elle est fondamentalement inadéquate, elle recevra rapidement la confirmation que c'est le cas. Plus une personne s'inquiète d'être peu attrayante, plus le problème deviendra grand. Tout comme une personne tourmentée par des sentiments de culpabilité trouvera que la punition est imminente et abondante, le schéma comportemental continuera jusqu'à ce que la personne cesse d'accorder une importance si grande à la diapositive ou passe à la création d'une diapositive positive. Dès que l'importance disparaît, la diapositive négative perd sa base, s'effrite et cesse de fonctionner. Tout ce que vous avez à faire est d'insérer une diapositive colorée positive et vous verrez que cela fonctionne aussi impeccablement qu'une diapositive négative. Concentrez-vous sur les diapositives les plus positives de votre personnalité et les gens vous percevront sous cet angle. C'est l'autre aspect positif des diapositives qui peut et doit être exploité. Les diapositives positives, lorsque vous concentrez votre attention sur les parties indésirables de vous-même que vous préféreriez dissimuler ou vous débarrasser complètement, vous créez une diapositive négative. La tâche dans ce cas est de déplacer votre attention vers les qualités que vous appréciez chez vous-même et d'autres attributs que vous aimeriez acquérir. Comme nous l'avons montré précédemment, il n'est pas possible de dissimuler totalement vos imperfections, mais si vous le souhaitez, vous pouvez facilement mettre en valeur et développer vos forces et vos vertus. Tout d'abord, vous devriez faire le point et examiner vos diapositives négatives. Demandez-vous ce que vous n'aimez pas chez vous-même, ce que vous préféreriez cacher ou vous débarrasser. Les diapositives sont créées de manière subconsciente, mais maintenant vous pouvez vous réveiller et regarder consciemment vos diapositives négatives dans les yeux. Dans un état de conscience, vous pouvez facilement déterminer quelles sont vos diapositives négatives. L'esprit doit être débarrassé des diapositives négatives comme nous débarrassons notre espace de l'encombrement inutile. Mais il est beaucoup plus difficile de débarrasser l'esprit des diapositives que de les localiser. Effacer une diapositive négative n'est pas comme se raser la barbe. Alors,
Comment pouvez-vous déraciner vos diapositives négatives? Si vous luttez avec une diapositive négative, elle s'affirmera encore plus fortement. Vous devez priver les diapositives de leur fondement essentiel, à savoir votre attention et l'importance que vous leur accordez. Vous devez déplacer votre attention du négatif au positif, rejeter d'un geste tout ce qui vous déprime et abandonner la bataille intérieure. Détournez votre attention de vos défauts et portez-la sur vos vertus et sur toute autre qualité positive que vous aimeriez acquérir. Est-il important de dissimuler vos défauts? Si oui, c'est la base d'une diapositive négative. Est-il important pour vous de faire bonne impression? Si oui, c'est la base d'une diapositive positive. Rien ne change, sauf le focus de votre attention et l'importance que vous accordez aux choses. Dessinez-vous comme vous aimeriez vous voir. Vous n'avez pas à vous inquiéter du danger de vous livrer à l'auto du prix, car vous jouez à ce jeu consciemment, en luttant contre vos faiblesses. Vous pouvez les dissimuler ou les démanteler en fixant des intentions personnelles. Est-ce une auto du prix de créer une diapositive où vous vous voyez briller dans toute votre gloire? Aimez-vous tel que vous vous voyez dans la diapositive. Travaillez sur l'image en l'embellissant de détails. La diapositive n'a pas besoin de représenter une image statique. Elle peut être une représentation de votre grâce et de votre confiance, de votre élégance vestimentaire, de vos manières aristocratiques, de votre esprit brillant et de votre charme, de la rapidité avec laquelle les autres personnes vous apprécient ou de vos brillantes compétences en résolution de problèmes. Alimentez la diapositive dans votre esprit et avancez, tout comme une diapositive négative. Une diapositive positive affectera directement vos actions et votre comportement global. Vous commencerez involontairement et inconsciemment à vous adapter à la diapositive. La tâche principale, cependant, est que l'intention extérieure réalise l'image dans la diapositive. Vous devez recréer l'image dans vos pensées jusqu'à ce que la diapositive se dissolve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le temps, la diapositive deviendra une partie intégrée de votre personnalité, à tel point qu'elle cessera d'exister une fois que vous aurez atteint votre désir. La diapositive cessera d'être significative. L'importance disparaîtra et la diapositive fondra, mais pas sans avoir d'abord accompli sa mission. Lorsque cela se produit, le cœur sera en harmonie avec l'esprit. La mission de la diapositive ne peut pas ne pas être accomplie parce que vous le désirez avec votre cœur et votre esprit. Lorsque l'esprit essaie de transformer une diapositive en réalité par lui-même, votre cœur sait qu'il ne fait que jouer à un jeu de masques. En revanche, si vous consolidez systématiquement et consécutivement l'image de la diapositive dans vos pensées, le cœur s'y habituera et acceptera d'intégrer la diapositive dans son essence. Rappelez-vous que l'intention extérieure ne réalisera pas la diapositive immédiatement. Cela nécessite du temps et l'effet est progressif. Comme vous pouvez le voir, ce n'est vraiment pas si difficile d'atteindre le résultat désiré. Tout est une question de volonté d'avoir les images que vous dessinez sur vos diapositives peuvent être liées à toutes les qualités que vous pensez être déficientes. Cependant, il est important de prendre conscience de la réalité de la manifestation de votre diapositive dans la réalité physique. Il vaut mieux commencer par des étapes réalisables plutôt que de commencer par dessiner une image de votre idéal absolu. Avec le temps, vous pouvez progresser vers des versions plus proches de celui-ci. Une chose que vous devez éviter de faire est de créer une image qui est une copie de quelqu'un d'autre, que vous croyez avoir déjà les qualités que vous souhaitez incarner. Votre diapositive doit être vraiment la vôtre et pas une copie de celle de quelqu'un d'autre. Nous reviendrons sur cette idée en détail dans le prochain chapitre. Pour l'instant, il suffit de dire que toute qualité que vous admirez aura un aspect que vous pouvez appliquer au premier stade. Le courage peut être représenté par la résolution, la beauté par le charme, la force par la dextérité, la capacité à parler par la capacité à écouter, l'intellectualité par la conscience et la perfection physique par la confiance. En fixant des objectifs réalisables, vous donnez à l'intention extérieure l'opportunité de réaliser votre commande minimale plus rapidement, ce qui signifie qu'elle peut ensuite se mettre à réaliser des tâches plus complexes. Les diapositives positives prendront effet plus rapidement et efficacement si vous interagissez avec des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, car elles n'auront aucune conception préalable de vous. Cela pourrait être lors d'un entretien, d'une compétition, d'une fête ou d'un autre événement.
Introduisez la diapositive nécessaire de manière audacieuse et sans crainte dans votre esprit. Souvenez-vous de l'image sur la diapositive et gardez-la constamment à l'esprit. Faites-vous plaisir et ignorez tout doute ou hésitation qui pourrait survenir, tel que « et si cela ne marchait pas ?» Évitez le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Lâchez vos doutes et vos anxiétés. Si votre volonté de posséder est assez forte, vous atteindrez votre plein potentiel et parfois même un succès incroyable. Les diapositives positives peuvent être créées non seulement en relation avec votre personnalité, mais aussi par rapport au monde extérieur. Ce type de diapositive laisse entrer le positif, mais bloque le négatif. Si vous vous souvenez du chapitre sur la vague de la fortune, nous avons discuté de la transmission de l'énergie positive dans n'importe quel scénario. Il est le plus avantageux d'être ouvert à tout ce qui est bon et d'ignorer tout ce qui est mauvais. Dans une exposition, vous vous arrêtez pour regarder les expositions qui vous attirent et passer différemment devant les autres. Le monde extérieur diffère d'une exposition en ce sens que si vous ne passez pas indifféremment devant la négativité, elle commencera à vous suivre. De même, si vous l'acceptez avec joie, le positif ne vous quittera jamais. Il pourrait sembler que les diapositives positives sont comme des lunettes teintées en rose, contrairement à l'opinion établie. Les lunettes teintées en rose sont l'invention des pessimistes, pas des optimistes. Les pessimistes craignent pragmatiquement de voir tout en rose et avertissent donc instructivement les optimistes de ne pas le faire. Ce pragmatisme n'est rien de plus qu'une diapositive négative que les pessimistes ne peuvent pas se permettre le luxe d'avoir, et donc ils reçoivent en conséquence. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter du fait que la diapositive positive fausse votre perception. Dans la majorité des cas, l'élément de contrôle intérieur veillera à ce que toute distorsion soit relativement mineure. La distorsion provoquée par une diapositive positive sera bénéfique tant que vous ne vous imaginez pas être Napoléon. Tout doit être abordé avec mesure, sans oublier les dangers de l'excès potentiel. En revanche, la distorsion créée par une diapositive négative peut causer un préjudice immense, mais le fait de la distorsion n'est pas le problème principal. La caractéristique principale d'une diapositive réside dans le fait que l'intention extérieure la transformera lentement en réalité physique, élargissant ainsi votre zone de confort. Êtes-vous rempli du désir ambitieux de devenir une star ou un millionnaire? Si oui, pouvez-vous vous donner la permission de le devenir? La plupart des gens croient que la célébrité, l'argent et le pouvoir sont le privilège de quelques-uns. Mais dans ce cas, qui choisit les élus? Principalement, ils se choisissent eux-mêmes. Et ce n'est que plus tard que le choix est confirmé par d'autres. Si vous rêvez de quelque chose, mais ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce rêve, cela n'arrivera tout simplement pas. Un sans-abri peut se tenir dans la rue en regardant à travers une fenêtre une table de Noël, mais peuvent-ils se permettre de s'asseoir à la table et de manger? Bien sûr, s'ils étaient invités, ils accepteraient. Il faut de la décision pour entrer dans une maison et s'asseoir à une table, c'est-à-dire une intention intérieure. Mais comme le sans-abri le sait bien, qui leur tendrait une telle invitation? La table de Noël existe dans le repère du monde de quelqu'un d'autre. Le sans-abri est-il prêt à avoir cette table dans son propre foyer, dans le cadre de sa propre vie? Ils savent qu'ils n'ont pas la maison, l'argent ou les moyens de l'obtenir. L'intention extérieure ne donnera rien aux sans-abri car, au niveau du bon sens pur, ils ne sont pas réellement prêts à l'avoir. Supposons que vous vouliez devenir riche. Seriez-vous prêt à accepter ce don du destin? Bien sûr, si quelqu'un donnait 1 million en surplus, nous trouverions tous en nous-mêmes la capacité d'accepter le don sans problème. La richesse ne ruinera pas votre vie, comme certains films avec une morale tentent de nous l'enseigner. Mais ce n'est pas mon point. Êtes-vous prêt à prendre le million? Vous pensez probablement que je veux dire que le million doit être gagné et mérité, mais ce n'est pas ce que je veux dire non plus. Êtes-vous simplement prêt à choisir et à vous permettre de l'avoir? Vous avez accepté l'idée que vous atteindrez votre objectif si vous voulez être riche, mais avez peur de franchir le pas dans les magasins chers. Vous n'atteindrez pas votre objectif si vous ressentez un malaise en visitant un magasin cher. Cela signifie que vous n'êtes pas prêt à vous donner la permission de posséder des choses coûteuses. Les assistants des magasins dans de tels endroits peuvent immédiatement distinguer à qui ils ont affaire, un acheteur potentiel ou un simple regardant avec un portefeuille vide. Un acheteur agit comme s'il était en contrôle et se tient de manière calme, confiante et digne.
conscient de son droit de regarder et de choisir. Le simple regardant, affamé de désir mais pauvre, se comporte comme un invité indésirable, ayant une attitude tendue, raide et légèrement inhibée. Ils sentent les regards évaluatifs des assistants de magasin et s'excusent presque d'oser apparaître dans un tel lieu prestigieux. Le simple visiteur curieux crée simultanément toute une gamme d'importances potentielles, de désirs, d'envie, de sentiments d'infériorité, d'irritation et de mécontentement. Car non seulement l'acheteur n'est pas prêt à se permettre d'avoir toute cette richesse matérielle et ce luxe, mais il ne se considère même pas digne de cela. Car l'esprit répète sans cesse « Ce n'est pas pour nous, nous sommes pauvres, nous avons besoin de quelque chose de plus modeste. » Et le cœur prend littéralement ce que l'esprit lui dit. Donnez-vous la permission d'être digne du luxe que vous méritez vraiment. Les pendules destructeurs ne font que renforcer l'idée selon laquelle vous devez couper votre veste selon votre tissu, car il est à leur avantage de vous garder sous contrôle. Entrez hardiment dans les magasins chers et regardez leurs marchandises comme un propriétaire et non un serviteur d'une maison riche. Utilisez l'autosuggestion pour vous persuader que vous pouvez vous permettre d'acheter des choses coûteuses est bien sûr futile. Alors comment pouvez-vous trouver un moyen de croire en vous donnant la permission d'avoir, pour commencer? Distinguons entre les domaines de l'intention intérieure et extérieure avec la phrase « Soyez prêt à vous donner la permission ». Les personnes habituées à penser et à agir dans les limites de l'intention intérieure ont tendance à être assez catégoriques. « Je ne peux pas me permettre cela. Point final. » Que reste-t-il à dire? Eh bien, il est vrai qu'il n'y a pas de point à essayer de se persuader que vous pouvez vous permettre quelque chose de cher lorsque tout ce que vous pouvez ressentir dans votre poche est un portefeuille vide. Ici, cependant, il est question d'autre chose. L'intention intérieure implique la décision d'agir, c'est-à-dire de trouver de l'argent. Cependant, comme l'argent n'est pas là à trouver, l'esprit annonce un verdict pragmatique. Vous n'obtiendrez vraiment rien du tout si vous agissez uniquement dans les limites de l'intention intérieure. L'intention extérieure ne vous remettra pas les marchandises sur un plateau comme de la manne du ciel, car comment quelque chose peut-il venir à vous si vous ne vous donnez même pas la permission de l'avoir? L'intention extérieure nécessite la volonté de posséder, en d'autres termes, se considérer digne et savoir que tout dépend de votre choix personnel. Sans notre intention, il ne s'agit pas tant de croire que de savoir dans votre cœur. Vous doutez toujours qu'un rêve puisse vraiment devenir réalité, et donc être simplement disposé à prendre les mesures nécessaires ne suffit pas. Si vous ne croyez pas réellement que votre rêve peut se réaliser, vous ne vous sentirez pas digne non plus, ou vous douterez que l'objectif soit réaliste. Les personnes qui deviennent célèbres et millionnaires ne sont pas différentes du reste d'entre nous dans leurs capacités, mais elles se distinguent en étant capables de se donner la permission d'avoir ce qu'elles veulent. Il est essentiel de vous donner la permission d'avoir. Le sentiment est similaire à celui de faire du vélo sans stabilisateur pour la première fois. Lorsque soudain tous les doutes, hésitations et bavardages disparaissent, ne laissant que la clarté silencieuse de la connaissance sans mots, la connaissance sans foi, la confiance sans hésitation, vient de l'unité qui existe entre le cœur et l'esprit. Lorsque vous ressentez cet état, vous ressentez votre propre unité avec la force silencieuse qui régit l'univers. Cette force vous attrape et vous emporte dans un secteur où le sujet d'accord entre le cœur et l'esprit peut se manifester. Tout le monde est libre de choisir ce qu'il désire, mais loin de tout le monde croit en ce principe dominant d'indulgence et de clémence. Peu importe ce que je dis, vous pourriez ne pas encore croire pleinement en la liberté de choix, parce que la majorité des gens vivent encore sous la puissance des pendules. La vie tend à donner des exemples du contraire. Même si vous vous êtes libéré des griffes des pendules, la liberté de choix peut encore se situer au-delà des limites de votre zone de confort. Elle semble trop irréelle, trop improbable, d'avoir la liberté de choix dans un monde de pendules. Au fond de votre cœur, vous ne croyez probablement pas que la réalisation d'un objectif lointain relève du choix personnel. Cependant, les diapositives positives peuvent aider à inclure l'improbable dans votre zone de confort. Lorsque l'idée que tout rêve est réalisable ne vous rend plus mal à l'aise, le doute fondra et la foi se transformera en connaissance. Le cœur entrera en harmonie avec l'esprit et la volonté de posséder apparaîtra. Il est futile d'essayer de convaincre le cœur de quoi que ce soit. Le cœur ne raisonne pas, il sait simplement. Le cœur peut cependant être enseigné,
et est capable d'adopter une nouvelle zone de confort. Cela nécessite une diapositive. Avec l'aide des diapositives, l'unité entre le cœur et l'esprit peut être progressivement atteinte. La forteresse est prise par un long siège. Créez la diapositive de votre rêve dans votre esprit et maintenez-la constamment dans votre conscience. Revenez constamment à l'image que vous avez créée, encore et encore, en affinant les détails et en ajoutant constamment de nouveaux éléments. Ne regardez pas la diapositive du point de vue de l'observateur objectif, plongez-y, vivez-la, au moins virtuellement. Pincez-vous à chaque fois que vous vous surprenez à imaginer la diapositive comme une image d'un film sur un écran plat, car ce n'est pas très efficace. Vous devez jouer mentalement les scènes, vous expérimentant en tant que participant direct, plutôt que comme un spectateur. Peu importe ce que vous faites, évoquez la diapositive dans votre esprit aussi souvent que possible. Vous pouvez penser à d'autres choses, mais l'image doit toujours être là en arrière-plan. Voir la diapositive doit devenir une habitude. Une diapositive ne produira des résultats que si elle est reproduite systématiquement sur une période de temps. Montrez un intérêt actif pour tout. Ce qui concerne l'objet de votre rêve, absorbez toutes les informations nécessaires en permettant qu'elles pénètrent dans votre monde. Il est utile de jouer votre diapositive dans la vraie vie, au moins formellement. Par exemple, dans ces magasins chers, vous pouvez pratiquer comment vous aimeriez choisir. Ne pensez pas à l'argent et ne regardez pas les étiquettes de prix, car l'argent n'est pas le but, mais plutôt ce que vous pouvez acheter avec. Il suffit simplement d'être autour d'articles coûteux pour en ressentir le goût, pour passer du temps à choisir calmement, en regardant autour de vous et en évaluant les articles en exposition. Permettez à toutes ces choses dans votre espace personnel. Regardez les articles comme si vous prévoyiez de les acheter bientôt, et non comme s'ils représentaient quelque chose d'inaccessible. Faites semblant que vous possédez déjà les biens. Laissez les assistants du magasin penser que vous êtes l'acheteur potentiel. Jouez le rôle d'un acheteur exigeant dans leur goût, en veillant à ne pas paraître supérieur, en laissant ces choses pénétrer dans votre monde petit à petit. Vous vous harmoniserez progressivement avec une ligne de vie où elles peuvent être à vous. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de la manière dont les choses que vous voulez deviendront vôtres si vous êtes résolu dans votre désir de les avoir. L'intention extérieure, sans que vous le sachiez comment, trouvera un chemin que vous n'auriez jamais soupçonné. Lorsque cela se produit, ne soyez pas surpris. Ne cherchez pas à vous convaincre que c'est une coïncidence ou une manifestation de mysticisme. Je ne me souviens plus exactement qui a dit que la coïncidence est un pseudonyme pour Dieu quand il ne veut pas laisser sa signature. Chaque fois que vous ressentez le moindre émerveillement pour le monde de votre rêve, chassez ce sentiment de votre esprit. L'importance extérieure et intérieure sont des obstacles sur le chemin de l'unité du cœur et de l'esprit. Ceci est votre monde, et il n'y a rien en lui qui vous soit inaccessible. Le monde de votre rêve doit être joyeux et en même temps banal. Lorsque quelque chose est à vous, cela semble sans importance et a une qualité quotidienne. Ainsi, pour vous harmoniser avec une ligne de vie correspondant à votre rêve, vous devez sentir comme si vous l'aviez déjà. Vous jouez consciemment à un jeu. Vous ne vous moquez pas simplement de vous-même. Il n'y a pas de meilleur exemple de volonté de posséder que les nouveaux milliardaires russes qui sont désormais plus nombreux en Russie que dans les pays développés de l'Ouest. Pendant la perestroïka, à la fin des années 1990, certains politiciens légers ont décidé qu'une économie socialiste pouvait immédiatement être transformée en économie de marché si tout était privatisé. Ceux qui ont compris l'importance du moment et qui se trouvaient juste à côté de la mangeoire sont devenus riches immédiatement, sans aucun effort particulier ou main-d'œuvre. Tout ce qui appartenait à l'État pendant l'époque socialiste, comme le pétrole, le gaz, l'or et les diamants, ainsi que diverses ressources naturelles, industrielles et intellectuelles, est instantanément devenu la propriété d'une petite poignée d'oligarques. Ce qui était propriété commune appartenait désormais à une petite poignée qui n'avait jamais étudié la gestion des affaires. Contrairement aux véritables milliardaires qui ont dû réellement gagner leurs millions, tout ce que ceux qui se trouvaient près de la mangeoire avaient à faire était de tendre la main et de crier « mien », puis de le sceller avec un document légal. Sur quelle base les biens qui étaient auparavant communs sont-ils devenus la propriété de ce groupe d'individus d'élite? Cette période de l'histoire de la Russie est bien sûr unique,
Mais il y avait beaucoup d'autres personnes talentueuses à l'époque qui ont fini par ne rien avoir. Alors pourquoi ces quelques-uns? Les individus qui ont finalement récolté les ressources étaient ceux qui se sont donné la permission de les avoir. Les quelques nouveaux riches ne ressentaient aucun sentiment de culpabilité, de scrupule, de doute ou de sentiment d'infériorité. Ils ne se considéraient en aucune façon comme indésirables et il ne leur est jamais venu à l'esprit de se sentir coupables d'acheter dans des boutiques bon marché. Ils avaient la volonté de posséder et donc l'intention extérieure impartiale leur a donné ce qu'ils voulaient. Et pourtant, vous penseriez que cette approche est improbable. Visualisez l'objectif. Les méthodes de transurfing proposées pour atteindre les objectifs personnels se situent au-delà des domaines du bon sens et du monde conventionnel de toutes les méthodes non conventionnelles connues. La visualisation des objectifs a le plus en commun avec les méthodes de transurfing. La visualisation implique d'utiliser l'imagination pour créer une image mentale d'un objectif avec autant de détails que possible et de porter cette image dans votre esprit. Le monde conventionnel dirait que cette visualisation est une perte de temps. Il est vrai que c'est celui qui marche sur la route, qui parcourt la distance, et non celui qui reste assis à rêvasser. Cependant, imaginer une image mentale de l'objectif a le même poids décisif que le processus réel pour l'atteindre, pour des raisons que vous connaissez déjà. Celui qui se contente de marcher sur la route obtiendra des résultats moyens et vivra la même vie que tout le monde, apportant sa propre contribution à la grandeur du bon sens. En revanche, le pèlerin qui dispose des méthodes de transurfing est capable d'atteindre le genre de résultats que le bon sens ne peut que tenter d'expliquer. Saisissant les notions de chance, de coïncidence et des élus du destin du point de vue du bon sens, transurfing semble tout bouleverser. La même chose, bien sûr, peut être dite du bon sens du point de vue de transurfing. Si vous ne voulez pas vivre comme tout le monde, si vous ne voulez pas vous contenter de réalisations médiocres, si vous aspirez à vivre pleinement, alors vous êtes un pèlerin dans transurfing. Le pèlerin n'est pas le choisi de Dame Fortune, au contraire. Dame Fortune est le choix du pèlerin. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez si vous réussissez à renverser le monolithe du bon sens. Cela ne signifie pas flotter dans les nuages, bien au contraire. Cela signifie revenir sur terre et se mettre les pieds sur terre, car la majorité de ceux que nous appelons le bon sens n'en est rien. Vous avez déjà vu la vérité à ce sujet plusieurs fois, et de nombreuses idées inhabituelles vous attendent encore. Nous devons encore répondre à la question de savoir pourquoi la visualisation ne donne pas toujours le résultat souhaité, même les adeptes dévoués de la psychologie alternative et de tous ceux qui est ésotérique ne peuvent pas totalement compter sur la visualisation pour réussir. Diverses techniques de visualisation existent, allant des plus simples aux versions plus complexes, et elles fonctionnent toutes à des degrés divers de réussite. Parfois, elles fonctionnent, et parfois elles ne fonctionnent pas. Comme moi, vous pouvez trouver ce niveau de fiabilité insatisfaisant, et donc je voudrais vous rassurer dès le départ que la technique utilisée dans transurfing est légèrement différente. Tant qu'elle est pratiquée selon les règles, transurfing offre une technique de visualisation infaillible. Il existe 3 types courants de techniques de visualisation. Le premier type est le rêve. D'un point de vue pratique, c'est la forme la plus faible et la plus peu fiable de visualisation. Il n'y a aucun mal à rêver, mais en termes de transformation, c'est assez inutile. Les rêves ne se réalisent pas en règle générale. Ceux qui aiment fantasmer ne s'attendent pas vraiment à ce que leurs rêves se réalisent. Ils pourraient le penser, mais au fond, ils ne croient pas vraiment que c'est possible, ou manquent de l'intention de le faire. Les rêveurs regardent leurs rêves de la même manière qu'ils contemplent les étoiles lointaines. Lorsque vous leur parlez de châteaux en l'air, ils se referment comme une huître fermant ses coquilles. Laissez mon rêve tranquille. Lorsque vous définissez l'objectif du rêveur avec plus de précision, vous découvrez qu'il s'agit en fait du processus de rêver et rien de plus. Le deuxième type de visualisation est le film. Je ne parle pas du genre de film que l'on regarde au cinéma, mais du genre de film que les gens regardent dans leur esprit en relation avec leurs désirs. C'est différent de simplement rêver, car le processus est initié consciemment. Il y a l'intention de posséder et d'agir, et une action entreprise inclut la visualisation de la réalisation de votre désir, comme si vous regardiez un film. Par exemple, vous voulez avoir votre propre maison, et donc vous imaginez la maison de vos rêves de toutes sortes de façons différentes, et dans tous,
ces détails. Selon les règles de la visualisation, dans votre esprit, vous aurez probablement une image très claire de ce à quoi ressemble la maison, et vous tiendrez l'image dans l'œil de votre esprit chaque jour. Si vous accomplissez cette tâche parfaitement, vous vous attendriez à voir le désir se matérialiser, mais devinez quoi? Vous verrez à peu près la même maison, voire exactement la même maison que vous avez imaginée, mais elle ne vous appartiendra pas réellement. Ce sera une maison qui appartient à quelqu'un d'autre, car vous obtenez ce que vous commandez. Si vous travaillez consciencieusement à visualiser votre maison parfaite, mais ne précisez pas au serveur que la maison vous appartient, le serveur exécutera simplement votre commande parfaitement. Vous pouvez finir par être tellement occupé par la qualité du processus de visualisation, comme on vous l'enseigne dans les livres sur le sujet, que vous oubliez la chose la plus importante. Qui possède la maison? C'est l'erreur clé que la plupart des gens commettent lorsqu'ils pratiquent ce type de visualisation. Le film reste un film dans lequel ils ne participeront jamais. Ils finissent par le regarder comme un mendiant regarde une vitrine de magasin. Dans le troisième type de visualisation, la personne joue un rôle dans le film plutôt que de simplement l'observer. Ce type de visualisation est beaucoup plus efficace. En jouant un rôle actif dans le matériel visualisé, vous définissez les paramètres de votre énergie de pensée sur la ligne de vie correspondante. Par exemple, si votre objectif est d'avoir une nouvelle maison, il est inutile de la regarder dans vos pensées comme vous le feriez avec une peinture. Créez une sorte de rêve éveillé virtuel. Entrez dans la maison, parcourez les pièces en touchant les objets, asseyez-vous dans un fauteuil en face de la cheminée et ressentez la chaleur douillette et l'odeur de la fumée. Mettez quelques bûches dans le feu, allez dans la cuisine, regardez dans le frigo pour voir ce que vous pouvez trouver. Allez dormir dans un lit confortable. Vous sentez-vous détendu? Asseyez-vous à table avec votre famille, organisez une pendaison de crémaillère. Déplacez les meubles, touchez l'herbe dans le jardin, remarquez comme elle est verte et douce, plantez des fleurs. Quels sont vos préférés? Cueillez une pomme dans l'arbre et mangez-la. Faites-vous chez vous, car c'est votre maison. Ne le regardez pas avec les yeux d'un rêveur souffrant, avec émerveillement, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inaccessible ou d'une perspective lointaine. La maison est déjà la vôtre. Agissez comme si c'était réel. Comme vous le savez, la visualisation décrite ci-dessus représente une diapositive. Ce genre de diapositive élargira votre zone de confort et avec le temps, elle se matérialisera sûrement. Bien que personne ne puisse dire exactement quand. Vous pourriez devoir attendre longtemps. Tout dépend de la façon dont vous travaillez avec la diapositive. C'est tout. Ce que vous faites est de jouer avec un peu et puis d'oublier. Vous n'aurez pas grand-chose à espérer. Il n'y a vraiment pas de miracle. Il est important de se rappeler les points suivants lorsqu'on travaille avec une diapositive. Premièrement, si vous perdez votre passion pour votre objectif, il se dissipera. Et si vous devez vous forcer à travailler avec un objectif, vous en aurez bientôt assez. Dans ce cas, vous devriez vous demander si vous avez vraiment besoin de la diapositive ou non. Deuxièmement, il vaut la peine de se rappeler que l'intention extérieure ne manifeste pas les diapositives immédiatement. Elle vous rapproche progressivement des lignes de vie ciblées. Cela nécessite de la patience et de la persévérance. La persévérance est essentielle uniquement aux premières étapes. Une fois que la visualisation de la diapositive devient une habitude, vous n'aurez pas à vous forcer à vous souvenir de faire l'exercice. Enfin, si l'objectif lui-même n'est pas votre objectif personnel mais un objectif mélangé avec des pendules, vous ne pourrez pas générer l'état d'unité nécessaire entre le cœur et l'esprit pour le réaliser. Nous parlerons davantage de cela dans les chapitres à venir. Si vous vous efforcez d'atteindre votre objectif de tout votre cœur, alors la visualisation de la diapositive apportera certainement des résultats. Lorsque vous acquérez la volonté authentique de posséder, l'intention extérieure trouvera un moyen de réaliser votre objectif. Si vous pensez que la diapositive représente l'intégralité de la méthode de visualisation et de transurfing, vous vous trompez. Même une diapositive de la plus haute qualité peut prendre beaucoup de temps à se matérialiser, surtout si l'objectif se trouve dans un secteur assez éloigné de l'espace alternatif par rapport à votre ligne de vie actuelle. Le processus pour atteindre l'objectif, cependant, peut être accéléré avec l'aide de la technique de visualisation de transurfing. Bientôt, vous apprendrez ce que c'est. Visualisons le processus. Pratiquons un peu cette tâche
Et imaginons que votre objectif principal est de devenir riche. Dans une tentative d'atteindre cet objectif, vous pratiquez la visualisation d'une valise pleine de billets. Vous faites l'exercice selon toutes les règles du troisième type de visualisation sur une période relativement longue. Quel sera le résultat de cette pratique et quand se manifestera-t-il? La réponse est qu'il n'y aura jamais aucun résultat. Vous pouvez pratiquer cet exercice tous les jours pour le reste de votre vie et au mieux, vous verrez des valises pleines d'argent un peu plus souvent, probablement dans les films. Vos chances de trouver le trésor ou de gagner à la loterie sont très minces. Et qui veut compter sur le hasard? Vous vous demanderez pourquoi cela est finalement dans vos pensées. Vous ouvrez constamment le dossier, sortez l'argent, réorganisez les billets, les caressez et tout, mais vous ne les mangez pas. Si le troisième type de visualisation est plus qu'un simple film, quel est le problème et que dire de cette toute-puissante intention extérieure? Du point de vue du transurfing, il y a deux erreurs qui minent l'exemple de visualisation présenté ci-dessus. La première est que votre véritable objectif n'est pas vraiment une valise remplie d'argent. L'argent est un attribut, pas un moyen, et certainement pas un but. Nous parlerons plus tard des objectifs personnels. Pour l'instant, nous allons avancer. La deuxième erreur est que concentrer son attention sur l'objectif final ne vous rapprochera pas de cet objectif à moins que vous ne soyez déjà à un pas de l'atteindre. Bien sûr, votre zone de confort s'élargira et l'intention extérieure prendra progressivement effet, mais vous ne l'aidez pas. Vous devez au moins mettre un pied devant l'autre. Et pourtant, le fait que vous deviez agir aussi bien que visualiser n'est pas le point ici, car nous discutons encore de la pratique de la visualisation. Jusqu'à présent, l'expérience vous a dit que si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez concentrer tous vos pensées et efforts sur votre objectif. Maintenant, vous devez oublier cette idée comme je l'ai promis au début. Le transurfing fonctionne sans aucun doute, mais vous devez abandonner les idées communément admises et adopter de nouvelles idées qui peuvent sembler un peu incroyables d'un point de vue plus conventionnel. Nous expliquerons comment la visualisation et le transurfing sont fondamentalement différents des autres techniques de visualisation. Comme vous le savez, le désir est une concentration de l'attention sur un objectif. L'intention est la concentration de l'attention sur le mouvement vers l'objectif. La force motrice derrière toute action est l'intention et non le désir. Par conséquent, ce qui vous fait avancer vers l'objectif est de visualiser le processus de déplacement vers l'objectif plutôt que de contempler l'objectif lui-même. La réalisation de l'intention est un processus, pas une fixation sur une seule image. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'objectif ne peut pas faire partie de l'image mentale. L'image mentale de l'objectif doit servir de toile de fond à la focalisation centrale, qui est le processus. La visualisation du processus diffère de la visualisation de l'objectif de la même manière que l'intention diffère du désir. Le désir est inefficace. Revenons une fois de plus à l'exemple de lever le bras. Imaginez que vous voulez lever votre bras. D'abord, pensez au fait que vous voulez lever votre bras et au résultat de ce désir, c'est-à-dire le bras en position levée. Maintenant, levez votre bras. À la première étape, le désir est fort mais rien ne se passe. Il y a simplement une déclaration du fait du désir et une image mentale de l'objectif, le bras levé. À la deuxième étape, l'intention est en action et continue à agir tout le temps que le bras reste levé. Pendant ce processus, l'objectif est compris comme l'image finale vers laquelle on aspire, mais l'attention doit être concentrée spécifiquement sur le processus d'atteinte de l'objectif. Enfin, désirer quelque chose, s'imaginer soi-même à la destination désirée, suffit au premier stade, mais pour progresser davantage, vous devez vous déplacer et accomplir un processus concret. Ces commentaires peuvent sembler triviaux, mais regardez la conclusion qu'ils nous incitent à tirer. La visualisation de vos objectifs est le travail du désir, qui ne vous rapprochera pas d'un seul pas de votre objectif. Votre visualisation sera efficacement une simulation. Dans le transurfing, la pratique de la visualisation implique d'imaginer une image mentale du processus de déplacement vers votre objectif sur la base du principe selon lequel l'objectif doit être atteint tôt ou tard, car la puissance de l'intention est en action. Le mouvement vers l'objectif ne se produit pas aussi rapidement en état de veille que dans les rêves, mais il y a néanmoins un mouvement tangible. Si vous étudiez le chapitre « De l'avant vers le passé », vous apprendrez même à voir le mouvement le long des lignes de vie.
Peu importe ce que vous faites, si cela implique un processus long, visualiser le processus aidera. Ce type de méthode de visualisation n'est pas particulièrement utile dans le travail créatif, où l'objectif final peut ne pas encore avoir acquis des contours distincts. Que faut-il comprendre par visualisation du processus dans ce contexte? Vous pourriez travailler sur une œuvre d'art et avoir une idée des qualités générales que vous souhaitez transmettre, mais ne pas encore savoir exactement comment cela va se passer. Lorsque vous faites une pause dans votre travail, imaginez que la pièce que vous créez s'améliore constamment. Aujourd'hui, vous complétez certains détails. Demain, vous prévoyez d'ajouter quelques nouvelles touches. Imaginez que votre création se transforme de plus en plus. Vous lui donnez de nouvelles qualités, et elle devient une œuvre d'art sous vos yeux. Vous êtes content, absorbé par le processus créatif, regardant votre bébé grandir avec vous. Vous saurez automatiquement quoi visualiser dans n'importe quelle situation. Le secret est de dépasser la simple contemplation de la nature de votre œuvre pour imaginer le processus même de sa naissance, de son développement et de sa perfection. Il est inutile de supposer que dans votre image mentale, la création ou la pièce artistique se peindra, sculptera ou construira elle-même. C'est vous qui la créez et la paix atteindra sa perfection entre vos mains. Un artiste crée et admire son travail simultanément. Un exemple parfait en est la manière dont une mère s'occupe de son enfant quand il grandit. Une mère nourrit son enfant, le met au lit et imagine son tout petit continuant à grandir chaque jour qui passe. Elle prend soin de son enfant tout en confirmant constamment son admiration pour sa beauté. La mère joue constamment avec son enfant, lui donnant des instructions. Elle contemple le développement intellectuel de son enfant, anticipant le début de l'école. Comme vous pouvez le voir par rapport à son enfant, la mère ne se concentre pas tant sur un résultat final que sur la création et la visualisation simultanée d'un processus continu. La mère ne se contente pas d'observer la croissance de son enfant, elle y participe tout le temps, imaginant le développement de l'enfant et le genre de personne qu'il deviendra. Si ce que vous créez est un programme informatique, chaque jour, lorsque vous avez fini de travailler, imaginez que le programme devient progressivement plus efficace et plus facile à utiliser, et comment le lendemain, vous impressionnerez tout le monde avec de nouvelles améliorations. Si en revanche, vous travaillez sur un projet d'entreprise, imaginez que des idées innovantes vous viennent soudainement et que chaque jour, vous présentez des propositions uniques. Observez la croissance de votre projet et accordez-vous la permission de vous sentir assuré qu'il se transforme en exemple de meilleures normes professionnelles. Si vous travaillez avec votre corps, nourrissez-le comme le fait une mère avec son enfant. Imaginez que votre corps acquiert progressivement une forme parfaite. Prenez soin de lui, entraînez-le, et imaginez ensuite que vous développez davantage de muscles, rendant votre corps plus tonique. Peu importe l'objectif, visualisez le processus. Visualisez les moyens par lesquels votre projet atteindra son achèvement. Contemplez le résultat final, élargira les limites de votre zone de confort et dans ce sens aura de la valeur. Mais visualiser le processus de déplacement vers votre objectif accélérera considérablement le travail de l'intention extérieure. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore comment votre objectif peut être réalisé. Continuez à visualiser votre diapositive calmement et systématiquement. Une fois que l'objectif s'inscrit facilement dans les limites de votre zone de confort, l'intention extérieure vous présentera un moyen. Il n'est pas nécessaire de vous précipiter en stressant pour trouver un moyen d'atteindre votre objectif. Supprimez l'importance et faites confiance au flux des alternatives. Regardez la diapositive, vivez-la et vous prendrez automatiquement le bon type d'action. La méthode ne s'arrête pas à la visualisation. Le processus, que ce soit la réalisation matérielle de l'espace alternatif, est inerte, comme de la résine. C'est pourquoi, à moins d'avoir la maîtrise d'un messie de l'intention extérieure, la transition doit se produire progressivement. Graduellement ne signifie pas seulement continuellement, mais aussi progressivement. Ici réside le secret d'un autre aspect de la visualisation dans le transurfing des chaînes de transfert. Si la réalisation de votre objectif personnel repose sur des lignes de vie qui sont assez éloignées de vos coordonnées actuelles, il est pratiquement impossible d'harmoniser votre énergie avec ces lignes de vie directement. Par exemple, si vous avez l'intention de passer un examen, mais que vous n'avez absolument aucune connaissance de la matière pertinente, vous ne pourrez pas harmoniser votre énergie avec une ligne de vie
où vous réussissez brillamment à l'examen. Si vous ne connaissez rien de la matière pertinente, vous ne pourrez pas visualiser votre réponse à une seule question. Le chemin qui mène de votre position actuelle à votre objectif futur pourrait être assez long, bien que pas nécessairement dans un sens temporel. Ce n'est pas seulement votre position qui doit changer, mais aussi votre façon de penser, votre manière et peut-être même votre caractère. Vous ne pouvez pas accorder les paramètres de votre énergie avec précision, sans parcourir réellement le chemin. Si vous essayez de visualiser le processus de déplacement vers un objectif très lointain, vous pourriez être tenté de sauter en avant et de précipiter les événements, ce qui est inefficace et mène à la frustration et à l'irritation, ce qui à son tour suscitera des forces équilibrées contre vous. Vous pouvez jouer une diapositive avec une image mentale du futur lointain dans votre esprit autant que vous le souhaitez. Cela ne fera aucun mal. Mais visualisez le processus de progression le long d'une partie du chemin que vous ne seriez naturellement pas en train de parcourir pendant un certain temps pourrait vous perdre. Imaginez que vous devez descendre une rivière sinueuse. Si vous aviez le choix, ne marcheriez-vous pas le long de la rive de la rivière au lieu de tirer le bateau derrière vous et de raccourcir les méandres de la rivière? Si l'objectif doit être atteint progressivement, vous devrez travailler à travers toutes les différentes étapes pour y parvenir, que vous le vouliez ou non. Par exemple, vous ne pouvez pas devenir professionnel dans un domaine donné d'un seul coup. Vous devez d'abord terminer vos études, puis trouver du travail, perfectionner vos compétences professionnelles, etc. Ce chemin consécutif vers un objectif dans l'espace alternatif est appelé une chaîne de transfert. Chaque lien dans la chaîne représente une étape distincte. Parce que les étapes individuelles sont liées les unes aux autres dans une chaîne, il est impossible de passer à une étape donnée sans avoir achevé celle immédiatement avant. Par exemple, vous ne pouvez pas étudier pour un master avant d'avoir terminé votre premier diplôme universitaire. Chaque lien dans la chaîne de transfert est composé de secteurs interconnectés et relativement homogènes de l'espace alternatif. Le chemin vers l'objectif est composé de chaînes de transfert et du flux d'alternatives. L'espace alternatif est intrinsèquement une structure ordonnée, ce qui signifie que si vous essayez de créer un chemin vers vos objectifs de manière désordonnée, vous ne les atteindrez jamais. Vous savez déjà qu'il est nécessaire d'éviter de perturber l'équilibre et de perdre le sens du flux d'alternatives. Vous devez faire attention à ne pas créer de potentiel excessif. Ne frappez pas vos mains à la surface de l'eau et ne luttez pas contre le courant. Cela ne laisse qu'une autre règle, qui est de pratiquer la visualisation du processus de déplacement vers votre objectif à votre étape actuelle seulement. Vous pouvez imaginer le résultat final autant que vous le souhaitez sous forme de diapositive, mais le processus ne devrait être imaginé que dans le contexte de votre lien actuel, dans la chaîne de transfert. Il n'y a pas besoin de se précipiter, tout se passe au bon moment. Maintenant, nous pouvons donner une définition finale de la visualisation dans la méthode Transurfing, comme étant la représentation mentale du processus de réalisation de votre lien actuel dans la chaîne de transfert. Imaginer mentalement une image aide à diriger la pensée dans la direction nécessaire. Si les pensées reçoivent juste un petit coup de pouce, elles continueront de leur propre élan, à la fois dans un scénario comme dans un rêve. L'objectif est atteint en vivant le processus de réalisation des liens à la fois dans la pensée et dans l'action. Comme vous pouvez le voir, l'approche est en fait assez simple. Il n'est pas difficile de déterminer les différents liens dans votre chaîne de transfert personnel. Et si la séquence de mouvement vers l'objectif ne vous est pas encore connue, ou que vous n'avez aucune idée des moyens ou des chemins par lesquels votre objectif pourrait être atteint, ne vous inquiétez pas. Nous répéterons ci-dessous les étapes que vous pouvez suivre si vous ne savez pas encore comment votre objectif pourrait être réalisé. Ne vous inquiétez pas. Continuez simplement à visualiser votre diapositive calmement et systématiquement. Une fois que les limites de votre zone de confort se seront suffisamment élargies pour embrasser l'objectif, l'intention extérieure vous offrira un moyen approprié pour l'atteindre. Il n'est pas nécessaire de stresser pour trouver le bon moyen d'atteindre votre objectif. La diapositive elle-même vous incitera à prendre les actions nécessaires automatiquement, même subconsciemment. Éliminez l'importance, restez calme et faites confiance au flux des alternatives. Ici, j'aimerais ajouter quelques mots sur les signes. Si vous interprétez un signe qui, selon vous, pourrait indiquer la possibilité d'atteindre votre objectif,
Vous devez savoir que les signes ne concernent que votre lien actuel dans la chaîne de transfert et non qu'une connexion très ténue avec l'objectif final. En d'autres termes, les indicateurs ne concernent que la route particulière que vous empruntez actuellement. Vous pouvez interpréter des signes qui se rapportent à n'importe quoi concernant le lien actuel dans la chaîne de transfert. Cependant, si plusieurs chaînes séparent votre ligne de vie actuelle de votre ligne de vie cible, les signes que vous percevez ne serviront pas d'indicateur pour l'objectif lui-même. Cela ne signifie pas que les signes symboliques d'un objectif lointain n'existent pas. Cela signifie simplement que vous ne pourrez pas les interpréter de manière suffisamment fiable depuis votre position actuelle dans le transurfing. À l'exception d'une réponse négative de la voix intérieure, l'interprétation des signes est considérée comme la technique la moins fiable qu'on puisse utiliser. Il n'est donc pas recommandé de leur attribuer une grande importance. Il reste seulement à clarifier la place du troisième type de visualisation dans le transurfing et s'il vaut la peine de pratiquer les techniques de visualisation basées sur les objectifs. La réponse est sans équivoque. Il est essentiel de pratiquer la visualisation basée sur les objectifs sous toute forme pratique. L'objectif doit être maintenu à l'esprit sous forme de diapositive, ce qui aide à élargir les limites de la zone de confort et à accorder la fréquence de votre énergie mentale à la ligne de vie cible. C'est la seule fonction de la visualisation du troisième type. En revanche, le passage physique vers une ligne de vie cible est accompli par le cheval de labour du transurfing, c'est-à-dire la visualisation du processus de déplacement vers l'objectif. En visualisant le processus, vous unissez votre intention intérieure personnelle à l'intention extérieure. En résumé, les illusions ne sont pas le résultat de la fantaisie mais la perception d'une réalité différente. Les gens présents dans le monde matériel sont capables de percevoir d'autres réalités. Les convictions intérieures peuvent fausser la perception objective d'une personne du monde. Une diapositive est quelque chose que vous portez dans votre propre esprit que les autres ne possèdent pas. Les diapositives déforment la perception de la véritable réalité. Les gens ont tendance à projeter leurs aspirations sur les autres autour d'eux. L'importance est à la base de toutes les diapositives. Dès que l'importance disparaît, la diapositive cesse d'exister. L'intention extérieure réalise progressivement mais de manière cohérente le contenu de la diapositive. Arrêtez de vous battre contre vous-même et détournez votre attention du négatif vers le positif. Créez une diapositive positive qui soit agréable à la fois pour votre cœur et votre esprit. Regardez votre diapositive plus souvent, en l'embellissant à chaque fois avec plus de détails. Ne dépeignez jamais une image dans votre diapositive qui soit copiée d'une autre personne. Vous ne recevrez jamais rien qui ne déclenche pas votre volonté de l'avoir. Offrez-vous le luxe de mériter le meilleur absolu. La volonté d'avoir est la connaissance immuable que vous méritez. Ce que vous voulez et que c'est votre choix. Les images positives vous aident à repousser les limites de votre zone de confort pour inclure des choses qui semblaient auparavant impossibles. Ne traitez pas la diapositive comme si c'était juste une image. Vivez-la au moins dans le monde virtuel. Laissez entrer toutes les informations relatives au monde de votre rêve. Ce n'est pas la contemplation du résultat, mais la visualisation du processus qui vous fait avancer vers votre objectif. Plutôt que de contempler le résultat, imaginez le processus de naissance et de croissance. Dans le transurfing, la visualisation est comprise comme l'acte de se concentrer sur une image mentale du processus de réalisation d'un lien actuel dans la chaîne de transfert. S'il n'est pas clair pour vous comment atteindre votre objectif, concentrez-vous plutôt sur la visualisation de la diapositive. La diapositive vous emmènera dans la direction nécessaire.